Bienvenue dans le podcast de Steve Haldeman, la littérature au 7e ciel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré à la féminisation. Et pour cela, j'ai été aidé par 2 invités, dont un homme concerné qui m'a livré un témoignage très éclairant. La féminisation, c'est l'action de donner un caractère féminin ou efféminé. C'est une pratique relativement courante dans le BDSM, en particulier chez les hommes soumis. C'est aussi une pratique qui draine son lot d'idées reçues, la féminisation étant souvent assimilée à l'homosexualité. Et ça peut se comprendre. Quand un homme aspire à prendre une apparence féminine, pour les autres, les repères sont brouillés. On se demande par qui il est attiré et ce que ça change dans son comportement, dans son identité sexuelle. J'ai assez peu de connaissances dans ce domaine, alors j'ai fait appel à ceux qui connaissaient mieux cette pratique que moi. La première personne qui a répondu à mon invitation, c'est Julie-Anne de C, en sa qualité d'auteur de l'essai « Je m'aime en elle ». Elle s'y interroge sur les questions de genre, en particulier sur ces hommes qui, en se féminisant, oscillent entre 2 genres. Dans un instant, vous pourrez écouter le témoignage écrit qu'elle m'a fait parvenir, lu par Rose. Après avoir publié romans et recueils de nouvelles érotiques, fait une incursion dans l'univers BDSM en prêtant ma plume à Patrick Lesage, je me suis intéressée à certains phénomènes sociétaux marginaux. Cela m'a amené à effectuer des recherches, tant en bibliothèque que sur le terrain, pour me tourner vers l'essai. Tout d'abord le BDSM, en explorant la soumission masculine, puis la question du genre, plus particulièrement les hommes qui se féminisent. Quand Vera Mar et moi avons écrit notre essai « Paysage de la soumission masculine », nous sommes partis d'un constat. Traditionnellement associée à la jante féminine, la soumission séduit aussi de nombreux hommes. Cette posture psychologique, si contraire à celle usuellement attribuée au mâle, comporte de nombreuses facettes. Nous en avons exploré 2, à l'aune d'observations faites sur terrain. La vénération et le masochisme. Autour de ces 2 axes, nous avons interrogé les motivations, les fantasmes, les désirs de ces hommes pour lesquels s'incliner devant une femme, parfois jusqu'à la dissolution temporaire de ses propres limites, est un besoin puissant, parfois irréfrénable. Sur le socle des témoignages de ces hommes soumis, nous avons tracé les contours de ce sujet, enrichissant nos observations à la lumière de la littérature, la psychanalyse, la sociologie et la science. J'ai entrepris la même démarche en m'intéressant aux questions de genre. Depuis la parution du conte de fées moderne 50 nuances de Grey, le BDSM est apparu comme un phénomène sociétal en pleine expansion. Cependant, il en est d'autres, tout aussi marginaux, dont les médias se repaissent à l'envi, au point de se demander s'ils ne sont pas de simples effets de mode. Telle a été la question que je me suis posée en préambule à la rédaction de « Je m'aime en elle ». Pourquoi le genre et sa fluidité a-t-il toujours été sujet et objet de préoccupation, de fantasmes, de tabous, voire de répression? De l'Antiquité à nos jours, de l'androgyne originelle aux artistes se jouant des genres, le désir de devenir cet autre du genre qu'ils n'ont pas est incoercible chez les hommes qui se féminisent, ce en dépit de condamnations édictées au nom de la morale publique ou de l'éthique religieuse. La fluidité de genre et la féminisation, trop souvent et injustement assimilée à l'homosexualité, serait-elle un constat de notre société hétéronormée, une découverte remise au goût du jour, ou bien a-t-elle toujours existé, parfois très sévèrement châtiée? Dans de nombreux pays, on peut être poursuivi, emprisonné, torturé pour oser affirmer « je m'aime en elle ». Comme s'il fallait une preuve pour étayer ce propos, le Liban a interdit la projection du film Barbie, au motif qu'il montre une actrice transgenre et de fait promouvrait l'homosexualité, comme le Koweït et l'Algérie. Il fallait donc interroger l'histoire, les religions, les mythes, la littérature, les arts et les sciences humaines afin de déblayer le terrain, avant d'aller à la rencontre de ces hommes qui se sentent femmes au point d'en endosser les atours, qu'ils soient purement de façade, le paraître, ou psychologique, l'être. Il apparaît alors que leur cheminement est long, difficile, semé d'embûches, souvent infranchissables. Elles sont souvent liées à l'éducation, à l'entourage familial. Si on savait, ce serait un casus belli, dit Caroline.
Le milieu socio-professionnel et au sens le plus large la société sont peu enclins à la tolérance et à la bienveillance à l'égard de toute personne qui tente d'affirmer une différence. Clara est encore traumatisée par un passage à tabac dans un couloir de métro. Caroline rêve de pouvoir être libre à l'extérieur, mais doit se contenter de sa seule image spéculaire, dans le secret d'un lieu d'emprunt. À l'inverse, si Julie ose être elle-même et s'assumer tant dans la rue que sur les réseaux sociaux, autre miroir, si Lady Max, la drag queen exubérante et décomplexée, en joue dans ses spectacles, pour de nombreux hommes, cela reste une souffrance prégnante d'en être empêché. Certains ont alors recours à des dominatrices spécialisées dans le milieu BDSM afin d'être féminisées et de pouvoir être vues et appréciées en tant que femmes dans les soirées ou le temps d'une séance. Parce que ce besoin de se sentir femme est irrépressible, il nécessite le travestissement qui permet la transformation pour pouvoir être assouvi, ne serait-ce que pour un court moment. Il faut aussi rappeler qu'en 1905, les premiers psychanalystes parlent du travestissement en termes de désordre, comme le rappelle le sociologue Éric Masset. Je cite : « Pour Freud, la normalité et la maturité psychique de l'identité sexuée sont indexées sur la correspondance entre l'anatomie sexuelle et l'ordre symbolique. C'est pourquoi il voit dans l'homosexualité une immaturité psychique consécutive à une psychogénèse inaboutie, c'est-à-dire n'ayant pu réaliser le passage normal d'une bisexualité enfantine à une hétérosexualité adulte. De ce point de vue, le travestisme et l'inversion d'identification de genre apparaissent comme des conduites délirantes de déni de l'homosexualité. » Fin de citation. Les tabous sont encore bien ancrés dans la conscience collective et nombreux sont ceux qui associent systématiquement le travestissement au transgendérisme, au fétichisme sexuel ou encore à l'homosexualité. Oser affirmer en notre XXIe siècle « je m'aime en elle » est un vrai combat. Julie-Anne Dessay. C'était le texte que Julie-Anne m'a envoyé, lu par Rose Aldeman. La seconde personne qui a répondu à mon appel par l'intermédiaire d'Ombre avec qui j'ai réalisé l'émission sur les fouets dans le BDSM, c'est un de ces hommes qui se féminise et qui a accepté de me parler de son expérience. Je le connais sous son pseudonyme féminin Lydia Parfois. Je dois dire qu'à l'occasion de cette interview, j'ai fait la connaissance d'une très belle personne qui a eu la gentillesse de livrer un témoignage audio pour expliquer avec sensibilité et sans langue de bois pourquoi elle se féminise, alors que c'est un sujet difficile à aborder. Je vous propose d'écouter maintenant son témoignage de grande qualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Lydia Parfois, un homme qui apprécie de se féminiser. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Et bonjour Steve, voilà, donc j'ai 48 ans, une enfance totalement normale comme beaucoup de gens, et j'ai découvert mes premiers émois et mes premiers plaisirs de travestissement à l'adolescence, vers mes 12-13 ans, et ça n'a cessé de s'amplifier avec le temps. Alors, j'avoue que la première fois que j'ai découvert ton pseudonyme, ça m'a fait sourire parce que je le trouvais très mignon quelque part, très approprié. Lydia Parfois, c'est à la fois drôle et parlant en fait. Hein. Mais oui, merci. Donc c'est très compliqué. Alors, on a beaucoup de chance malgré tout dans notre milieu de pouvoir choisir son nom et son prénom. On a au moins cet avantage-là. Oui, donc voilà, parfois un petit clin d'œil pour dire ce que j'étais sans en dire trop d'un coup. Une des toutes premières questions, c'est quelle pratique te concerne ? C'est-à-dire que dans ce milieu-là, et arrête-moi si je me trompe, hein, on peut parler de sissi, de travesti, de T-girl, de cross-dresser, de fétichiste travesti. Enfin, il y a beaucoup de termes qui sont employés. Alors, ce sont des termes que je n'apprécie pas dans la mesure où ça a tendance à ranger dans des cases des personnes. Mais en même temps, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont toi tu te définis ? Oui, alors je vais essayer, parce qu'effectivement, on essaye de mettre les gens dans des cases, mais chaque personne se revendique unique. Pour ma part, je dirais travesti, même si j'aime pas ce côté très péjoratif. J'aime bien le néologisme bigenre. D'accord. Voilà, une nouvelle case. Désolé. Il y a pas de souci. Est-ce que tu peux nous préciser ce que ça veut dire pour toi bigenre et pourquoi tu n'apprécies pas le terme travesti? Alors, le terme travesti, pour moi, est quand même très connoté bois de Boulogne.
Merci, les années 80. Très connoté bois de Boulogne et c'est pas du tout ma recherche. Le mot sissi, par exemple, est très connoté BDSM, exagération de la femme, ce qui, j'espère, n'est pas mon genre non plus, même si ça arrive de temps en temps. Le terme bigenre, je l'aime bien parce qu'en fait, il veut tout dire sans avoir besoin d'expliquer longtemps. C'est-à-dire bigenre, bi de homme et femme et genre. Donc voilà, ou le fait où on assume les deux côtés sans avoir besoin forcément de choisir et de tomber dans l'imagination fantasque des gens. Quand on a préparé, on a eu une discussion préparatoire à cette interview et tu me disais que pour préciser ce que tu appelles ça fait genre bois de Boulogne, tu me parlais notamment du film La Cage aux folles. Oui, parce que donc je suis né dans les années 70. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé mes premiers émois vers les années fin 80, début 90. Il a fallu attendre 10 ans qu'Internet se démocratise un petit peu sur le grand public. Et c'est vrai que dans les années 80-90, donc à mes débuts, les seules images qu'on pouvait avoir du travesti, c'était et le bois de Boulogne et la cage aux folles. Et c'est vrai que pour se construire, c'est compliqué parce que c'est pas du tout ce que je ressentais, ce que je ressens tout de suite. Le côté très exagéré, très très folasse, et cetera, et ouais, ça me dérange pas, hein, mais c'était pas moi. Et d'autant plus que je suis travesti hétérosexuel, donc encore moins par rapport à ces 2 images-là. Et c'est vrai que ça a été compliqué de se construire pendant une dizaine d'années parce que c'était moi dans mon ressenti, mais c'était pas moi dans l'image que je pouvais recevoir. Donc internet a grandement aidé quand même dans les années 2000 et petit clin d'œil à la nouvelle génération qui ne connaissent pas forcément leur bonheur. Ouais. Bah, effectivement, moi je me souviens aussi, alors je me sentais pas concerné du tout là pour le coup, mais je me souviens que, l'image exagérée, très extravertie de ces films-là donnait une impression, bah, d'abord ça donnait la sensation qu'on se moquait, des gens qui se travestissaient en ne le montrant des visions très exagérées, hein. La Cage aux folles, c'était particulièrement, enfin c'était fait pour faire rire en fait, hein. Et voilà, Voilà. voilà, on est d'accord. Alors c'est vrai qu'après il y a eu d'autres films, mais qui sont arrivés un petit peu plus tard sur Tootsie qui faisaient rire aussi, mais qui étaient quand même moins exagérés. Oui, tout de suite un film, oui, plus déjà dans le ressenti, enfin dans le puis d'abord, c'était pas une envie de se travestir, de mémoire, c'était pour, pouvoir voir ses enfants quand même, non, c'était pas ça? Voilà, c'est exactement ça et d'autant plus que c'était donc pour voir ses enfants et qu'il y avait pas le côté sexuel derrière. Ouais, d'accord. Parce que c'est vrai que moi je dissocie totalement le travestissement et la sexualité. Donc je le fais pour mon bien-être et les sensations que ça peut procurer, mais absolument pas pour le côté sexuel de la chose. Donc c'est vrai qu'il y a eu des films un petit peu plus, engagés, on va dire, même si c'est pas une cause, la plus importante au monde. Mais il y a eu des films quand même un peu plus engagés dans les années 2010 à peu près à partir de 2010, pour expliquer aux gens ce que ça pouvait être et sans tomber dans des clichés, colossaux, quoi. Est-ce que tu peux en citer de ces films, là qui te paraissent plus intéressants ou en tout cas qui te paraissent, illustrer, mieux, certaines, facettes du travestissement? Alors oui, j'ai vu alors le premier qui m'a vraiment marqué, c'était, Crossdresser, un film français qui suivait 3 ou 4 travestis, si ma mémoire est bonne. En sachant que c'était sur un acte particulier, le travestissement, c'était la préparation des travestis principalement. Plus que leur histoire ou ce qu'ils faisaient une fois travestis, c'était vraiment sur la préparation et ce qu'on peut ressentir à ce moment-là et qui pouvait expliquer pourquoi on le faisait. D'accord, ce qui est intéressant, parce que c'est aussi une question que je me pose et auquel j'aimerais que tu puisses répondre dans le cadre de l'interview. Petite question complémentaire, c'était une fiction ou c'était un genre de documentaire? C'est un documentaire. D'accord. C'est un documentaire qui a dû sortir en Oh, je retrouverai. 2013-14, je dirais, à peu près. Oui, je retrouverai de toute façon pour mettre en lien. Ouais, mais c'est vrai Ouais. que c'était quelque chose qui était très neutre, documentaire donc plutôt véridique et plutôt neutre, sans prise de parti, avec des personnes assez différentes les unes des autres, donc très, très, très intéressant, qui est hélas resté très confidentiel, en salle. C'est-à-dire que j'ai été obligé de le voir pendant des vacances, quand j'étais à l'autre bout de la France.
pour la petite anecdote. Moi, j'en ai vu 2, enfin, j'en ai vu un en particulier et j'en ai entendu parler d'un autre, qui est sorti récemment, qui s'appelait Les crevettes pailletées. Ça te parle? Tu l'as vu? Oui, 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 j'ai vu les crevettes pailletées, ouais. D'accord. Je l'ai pas vu alors du coup finalement, mais la bande-annonce m'avait paru assez sympathique, fun quoi. Je sais pas dans quelle mesure c'est intéressant, si on veut se donner une idée de ce que ça peut être. Alors, je suis pas convaincu parce que ça reste dans le milieu sportif et pas des travestis au quotidien. Mais oui, oui, ça au moins ça ne dessert pas la cause, donc c'est toujours intéressant. J'en ai vu un qui était bien plus vieux, je sais plus si j'ai le nom entier, qui s'appelait Les Folles du désert ou quelque chose de ce genre. Priscilla, folle du désert. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un film plutôt sur les drag queens. Oui, c'est vrai, de Donc mémoire, effectivement. Oui, oui. une case de plus, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Donc un peu plus dans l'exagération de la femme. C'est l'impression que ça m'avait Et donné et je me souviens qu'après avoir vu ce film-là, bah, finalement, je savais pas trop quoi en penser, en fait. de la cause ou du film? De Non, la du cause? film, effectivement, il y avait une Du film. partie enfin, les drag queens, c'est quand même une version exagérée, on va dire, du travestissement et je me souviens d'avoir terminé ce film en me disant: «Bah, qu'est-ce que j'en pense finalement?» et puis j'avais pas de réponse, en fait. Voilà, ça montre un phénomène de société qui a pu y avoir, un petit peu partout. Mais voilà, il y a pas, ça ne dessert pas forcément, une cause, par rapport à la cause des travestis. J'ai un film qui revient en tête, donc du coup, je fais une petite digression. Je cherche juste le titre. Une nouvelle amie avec Romain Duris, Anaïs de Moustier. Romain Duris, c'est un film de François Ozon qui est sorti en 2014, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. D'accord, bah, je le mettrai en Voilà. lien alors, effectivement. Donc, bon, tu nous as bien, je pense, décrit enfin, comment toi tu te sens. Ce qui serait intéressant pour qu'on comprenne, enfin, pour que les auditeurs comprennent mieux un petit peu ton parcours, c'est comment tu as découvert ça? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus que ce que tu nous as dit dans ta présentation initiale? Comment ça Oui, je vais s'est... essayer. Vas-y. Ouais, pardon. Donc voilà, donc comme je disais, ça m'est tombé dessus vers l'âge de 12, 13 ans. Heu, voilà, bizarrement, faut pas me demander pourquoi, mais j'ai fouillé dans les penderies de ma mère et j'ai trouvé des textures, des choses nouvelles. Donc j'ai commencé par essayer une robe parce que j'étais tout seul à la maison et j'ai eu un sentiment de bien-être. Ouais, je dirais de bien-être, de découverte, de mot sensualité est sûrement exagéré à 12, 13 ans parce que c'était pas ça, c'est vraiment une question de sensation, de nouvelles textures sur la peau. C'est peut-être la meilleure description que je pourrais en faire. Étant enfant unique et des parents qui travaillaient, bah, évidemment, comme ça fait du bien, j'ai recommencé après. Et voilà, tout en sachant que c'était pas bien perçu par la société. Donc c'était un petit peu un interdit, donc un plaisir furtif, qui me faisait du bien, mais qu'il fallait pas faire, au quotidien, quoi. Donc voilà, donc je le faisais de temps en temps. Donc effectivement, ça a commencé avec une robe. Après je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas des talons?» et puis on va essayer des talons et puis un trait de rouge à lèvres et cetera et cetera. Donc ça a toujours, j'ai toujours alterné comme ça, on va dire, entre mes 12 à 16 ans. À 16 ans, évidemment, enfin autour de 16 ans, hein, je me suis posé des questions sur ma sexualité, ce que je voulais et cetera parce que, j'aimais être féminin, j'aimais la féminité sans être, gay, sans pouvoir en parler parce que même la cause des homosexuels dans les années 80, c'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Surtout que tu ne l'étais pas, tu étais pas gay. Surtout, je ne l'étais pas, donc d'autant plus. Mais déjà, être gay dans les années 80, c'était pas forcément bien vu tout le temps, de tout le monde, quoi, et bien accepté. Et je n'y étais pas. Donc c'est vrai que c'était compliqué d'avoir ce côté féminin et en étant hétéro et puis j'en fais quoi de ce truc-là? Et du coup, je l'ai enfoui en me disant: «Bah, le jour où j'aurai une copine, ça ira sûrement mieux». Donc effectivement, j'ai eu des copines et puis, bah, je confirme, ça a pas été mieux. Donc je me suis dit: «Bah, écoute, quand tu te marieras ou que tu auras des gosses, ça ira mieux». Donc oui, Quand je tu me suis marié, j'ai eu pardon? quand tu dis: «Ça ira mieux», c'est-à-dire que tu imaginais que peut-être ça te passerait, en fait? Exactement, exactement. C'est pour moi, les 15, 14, 15, 16 ans, c'était une passade de l'adolescence parce qu'on cherche. Voilà. Et donc voilà, donc ça a pas été mieux quand j'ai eu, les enfin, mes 2 premiers enfants. J'ai toujours enfoui ce truc-là vis-à-vis de mon épouse où je voulais pas, faire du mal, ne pas voilà, ne pas être ce que je ne suis, enfin, difficile de refouler la chose.
Et plus on fout la chose, et quand ça sort avec beaucoup de force. Donc, il y a des moments où j'étais obligé de le faire, de façon furtive, donc pas forcément bien, mais c'est pas grave. Et jusqu'au jour où j'en ai plus pu, et j'en ai parlé à mon épouse, de l'époque, donc la mère de mes enfants, qui donc, à le biais de reportages, d'internet, de choses comme ça, on en a longuement échangé. Et donc du coup, elle accepte que je me travestisse, et là, ça a été un grand soulagement. Donc les premiers pas dehors et la première vie de travesti telle que je le concevais, du moins. Question pour qu'on comprenne bien ton parcours. Tu voulais en parler la première fois, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Tes enfants ont quel âge? Enfin, je veux dire, à quel point tu as refoulé? Alors, à la louche, ça fait, 7-8 ans qu'on est mariés et 10 ans qu'on est ensemble. Au moment où tu lui en parles. Ou le moment où je lui en parle. Et ma fille aînée avait, je calcule en même temps, je suis désolé, une 7-8 ans. Ouais, c'est ça, 7-8 ans. Ma fille aînée 7-8 ans, le deuxième 3-4 ans. Et puis 10 ans de vie commune sans en de pour ref de d'avoir refoulé la chose, on va dire. Alors, comment elle le prend? Comment elle prend la chose, ta femme? Alors, elle le prend, donc on a discuté pas mal, elle le prend plutôt bien. Alors voilà, moi j'étais parti aussi dans l'idée de: «J'en peux plus, il faut que je lui dise, il faut que la situation se débloque». Si vraiment elle le prend très, très mal et qu'on se sépare, tant pis, mais il faut que j'arrive à vivre ce que je suis réellement, et je peux pas refouler la chose pendant 50 ans encore. C'était vraiment trop, trop fort. Vraiment une effet cocotte minute qui aurait pas de soupape, quoi, pour la métaphore. Donc elle le prend plutôt bien par rapport à ce que j'avais envisagé, et elle me dit: «Bah, écoute, quand tu as besoin de le vivre, vis-le, il y a pas de souci. Tu le fais pas juste devant les enfants ni moi, et si je dois te voir, tu me préviens avant». Ce qui me semble totalement normal. Oui, Donc je pouvais plutôt ouverture profiter de petits d'esprit, quoi. moments solo. Pardon? Tu as rencontré une femme qui avait une ouverture d'esprit intéressante. Oui, oui, totalement, et qui a compris aussi les besoins que je pouvais avoir. Donc voilà, je le faisais à la maison sur des temps où j'étais seul à la maison, donc de façon mieux faite, je dirais. Et puis, bah, aussi ne pas pouvoir se cacher quand on fait des achats ou des choses comme ça. Donc c'est quand même, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus confortable. Je vais revenir sur ton adolescence parce que j'avais une question et puis comme tu avançais dans ce que tu as dit, je t'ai laissé avancer. Mais au moment où tu découvres vers 12-13 ans cette envie, ce besoin, enfin de ta nature, hein, tout bonnement, enfin, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, Oui, oui, c'est très euh, bien. est-ce que tu ressens une forme de culpabilité? Ah oui, énorme, 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 grosse, grosse culpabilité, et sans savoir, pourquoi. Parce qu'en fait, c'est moi, mais c'est pas normal. Alors normal dans la norme, hein, attention. Mhm. Donc c'est moi, mais c'est pas normal. Je devrais pas le faire, mais je le fais quand même parce que c'est plus fort que moi, et voilà. Et c'est oui, et puis la sensation de se cacher tout le temps, c'est quand même pesant et lourd, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas facile parce que mes parents étaient pas il y avait pas forcément une grosse communication avec mes parents. Pour la petite histoire, une fois ma mère m'a découvert en jupe, à la maison. Donc je devais avoir, 16-17 ans. Donc elle aurait pas dû être là à ce moment-là. Elle a ouvert la porte, elle m'a vu en jupe, et la conclusion de la chose, donc une discussion qui a dû durer une trentaine de secondes, ça a été: «Bah, écoute, c'est pas grave, si tu homo, tu iras voir un psy». Donc je recontextualise dans les années 80. Aujourd'hui, je lui en veux pas, mais sur le coup, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal parce que c'est pas, je me suis dit: «Elle a rien compris, enfin personne ne comprendra jamais rien à mon désarroi et à qui je suis, en fait». Parce que les gens à l'époque, très clairement, hein, je m'en souviens aussi, enfin moi j'ai 50 ans, les gens associaient forcément ça à l'homosexualité. Oui, 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 et preuve est faite aujourd'hui que, et dans mes connaissances, ça s'avère de toute façon vrai aussi parce que forcément il y a des réseaux, il y a des choses comme ça, mais il est prouvé qu'il y a la même, part d'hétéros et d'homosexuels dans la communauté travestie que dans les gens non travestis. Donc Oui. c'est pas il y a pas forcément de lien. Il n'y a pas de lien avec féminisation, enfin entre féminisation et homosexualité, quoi. Non, non, non. Alors, il y a des gens, des travestis qui sont, homosexuels, et d'autres qui sont hétéros, mais voilà, il y a pas la proportion est la même dans les 2.
Avant d'aborder les raisons que tu pourrais imaginer, psychologie, etc., et sur qu'est-ce qui te plaît vraiment de façon terre à terre dans la féminisation, ce que tu as déjà un petit peu expliqué, je voudrais qu'on finisse ton parcours. Donc, tu expliques que c'est un petit peu compliqué avec tes parents. Ça l'est toujours d'ailleurs? Alors je l'ai redit à ma mère par vengeance, mais de façon totalement calme et voilà, elle le comprend pas, mais c'est pas grave. C'est une personne qui a un autre âge donc c'est pas grave, mais je voulais qu'elle soit au courant malgré tout que je continuais et puis que ce qui avait été dit à l'époque avait pu être un petit peu dur à entendre. Mais voilà, c'est tout. Et ton père, il a quelle réaction par rapport à ça? Alors mon père n'était pas au courant car, ma mère voulait pas lui dire, très macho et cetera, donc il est pas du tout au courant. Il est toujours pas au courant aujourd'hui, en fait. Non, 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 non. D'accord. Et donc, suite au fait que tu le dises à ton épouse, est-ce que tes enfants sont au courant, par exemple? Alors, mes enfants sont au courant, donc l'aînée a fouillé dans des placards, elle me l'a dit quelques années après, donc elle est au courant et elle souhaite pas forcément qu'on en échange ou quoi que ce soit, donc là je la respecte et le jour où elle voudra en parler, je serai là, il y a pas de souci, elle le sait et les autres sont aussi au courant, mais on en parle très, très peu, hein. Je vais pas dire que c'est tabou, mais on n'en parle pas et je réimpose pas, ma féminité et cetera, donc quand je les vois, je suis en mec et voilà et tout va bien. Ils ont quel âge aujourd'hui? 23, 20 et 16. Alors, Hem, si je peux revenir sur les enfants, en fait, c'est une question qu'on s'était posée, enfin que je m'étais posée, savoir s'il fallait, leur dire ou pas, au début, que je l'assumais réellement. Parce que, oui, je prenais le risque qu'ils pouvaient, me voir comme ça, s'ils rentraient plus tôt de l'école ou que sais-je, ou si je sortais tard le soir, que je rentrais, ils sortent pour aller aux toilettes entre 2 sommeils ou que sais-je. J'ai pris ce risque-là. J'ai pas voulu leur en parler de façon délibérée, parce que je me disais que forcément ils se confieraient à un copain, un camarade de classe, un ami, ouais. à 12, 13, 14, 15 ans et que les amitiés à cet âge-là peuvent être, très volatiles et fugaces et le but c'était pas non plus qu'ils s'en prennent plein la gueule après, s'ils étaient plus amis avec cette personne-là, quoi. Donc j'ai préféré ne rien leur dire. Mais voilà, c'est une question totalement personnelle, d'autres le disent après, Et du coup, ça n'a pas eu d'impact particulier ensuite sur ton mariage? Enfin, je veux dire, ça s'est bien passé, jusqu'à présent, je veux dire? Alors oui, oui, alors on s'est séparés, je pense que c'est rentré un petit peu dans la balance comme toute séparation où tous les reproches reviennent, mais je ne suis pas sûr que ce soit le fond de la séparation. D'accord, Entre l'annonce et la séparation, il y a eu, une bonne dizaine d'années quand même. d'accord. Pendant lequel tu n'as pas, j'allais dire pratiqué, parce que je ne sais pas comment le dire autrement, plus que ça? Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu d'évolution, majeure qui pourrait expliquer le fait que ça rentre dans les raisons qui ont poussé à la séparation? Non, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, D'accord. après je Alors, conçois que pour une épouse, c'est compliqué d'avoir un homme féminin. Certaines le vivent très, très bien. Mon épouse avait plus de mal parce que ça lui renvoyait à une sexualité, à sa propre sexualité aussi. Donc heu, donc voilà, mais c'est pas ça qui a fait la séparation. alors, je voulais te poser une question parce que ça, tu m'en as inspiré une, puis je l'ai oubliée en t'écoutant. Désolé. Il y a pas de souci. Hem, si oui, la question que je me pose, c'est sur la fréquence des fois où tu as envie de te féminiser. C'est-à-dire que ça arrive, c'est un besoin que tu as tous les jours ou ça arrive une fois tous les 15 jours? Enfin, c'est très épisodique ou c'est? C'est très, très variable, donc j'ai essayé d'y penser, régulièrement, c'est très, très variable. À aujourd'hui déjà, j'évite de faire l'effet cocotte minute, c'est-à-dire que j'évite d'être à bout pour pour me féminiser, pour m'apaiser un petit peu. Au niveau de la fréquence proprement dite, je pense que ça dépend du stress, ça dépend des événements extérieurs. Pour ma part, à moi, c'est pas du quotidien, mais effectivement, tous les 15 jours, c'est très bien. Tous les 15 jours, c'est très bien. Je sais que j'ai connu une période où je le faisais beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'était 2, 3 fois la semaine et au bout d'un moment, j'en avais marre. J'en avais plus envie paradoxalement. Mais voilà, aujourd'hui, tous les 15 jours, c'est un rythme qui me convient très, très bien. D'accord. Et quand tu dis une fois tous les 15 jours, c'est quoi? C'est une sortie? C'est tu vas faire ça toute la journée? Alors, c'est très variable, comme le film dont je parlais tout à l'heure, Crossdresser explique, la préparation est fait aussi
autant de bien psychologiquement parlant et mentalement parlant que la sortie en elle-même. Donc il y a des fois, je reste uniquement chez moi, il y a des fois, je vais sortir. Ça dépend vraiment de mon envie. Tous les 15 jours, on va dire que c'est minimum 3-4 heures au féminin quand même, parce que, il y a 1 heure de préparation, donc je vais pas y rester une demi-heure. Voilà, il y a une heure de préparation, une demi-heure de dépréparation, même si ce mot n'existe pas, de retour à la vie d'homme. Et voilà, donc il faut toujours des petits laps de temps quand même pour passer d'un personnage à l'autre. Et voilà, mais tous les 15 jours, moi, c'est un rythme qui me convient bien. Et voilà, 3-4 heures tous les 15 jours, on est pas mal, quoi, à peu près. Alors, maintenant, j'ai envie de rentrer un petit peu dans le détail avec des questions que je peux me poser parfois quand je pense à à la féminisation, et des questions que les auditeurs peuvent se poser. C'est-à-dire que, par exemple, l'objectif est de comprendre vraiment ce qui te plaît là-dedans. Alors, il y a une première question, moi, que je me pose, c'est que tous les hommes qui se féminisent, j'imagine, n'ont pas forcément la chance d'avoir un corps qui va avec. Il y a des hommes qui sont quand même physiquement très masculins, je veux dire, avec une carrure, et qui vont avoir du mal, j'imagine, à faire illusion, entre guillemets, hein, si je peux le dire ça comme ça. La question n'était pas de savoir si c'était ton cas ou pas, mais de savoir si c'est susceptible de les attrister, quoi. En fin de compte, qu'est-ce que tu cherches quand tu te féminises? Alors, pour ma part, j'essaye de ressembler au mieux possible à une femme, en sachant que je ne suis pas dupe non plus, hein, entre la pomme d'Adam, la voix, les épaules un peu larges et pas de hanches, des choses comme ça. Et puis 1,80 m, je peux difficilement, enfin, je suis vite démasqué malgré tout en vie, mais de se fondre dans le décor déjà. Après, je pense et j'espère faire ça plutôt bien et plutôt rendre hommage aux femmes que de les blesser. Je connais aussi des travestis qui sont, comme tu disais, un peu moins féminins. Généralement, après, on peut aussi sortir, enfin, se rencontrer entre nous dans un lieu neutre, auquel cas il y a pas de jugement, ils peuvent vivre leur féminité, comme ils le souhaitent, ou sortir le soir aussi ou la nuit, et auquel cas c'est beaucoup plus rassurant que de sortir au grand jour au restaurant. Pour répondre à ta question, et moi, ce que je recherche, c'est vraiment le moment de la parenthèse, temporelle, on va dire, où je peux être quelqu'un d'autre et prendre soin de moi, ou mes problèmes quotidiens, je n'y pense plus du tout, du tout, du tout à ce moment-là, et des nouvelles sensations, comme je disais tout à l'heure, de savoir porter des talons, une paire de collants ou des choses comme ça sur des jambes, c'est des sensations qui sont totalement inconnues, pour les hommes actuellement. Quand je t'écoute, j'ai la sensation que c'est plus pour toi que tu le fais, et c'est pas pour faire illusion aux yeux des autres. Alors, effectivement, c'est pour moi. Après, quand je sors au restaurant, musée ou quoi que ce soit, le tout, c'est quand même de rentrer dans le décor et pas que tout le monde se retourne et se montre du doigt sur mon passage, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas envie qu'on te voie comme si on était je sais pas, à la foire, mais est-ce que tu as envie de faire illusion aux yeux des autres juste parce que ça te plaît de faire illusion aux yeux des autres, ou est-ce que tu as envie de faire illusion juste pour qu'on se retourne pas sur ton passage? Ce qui est pas pareil quelque part. Oui, 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 non, alors c'est effectivement plus pour moi que je veux bien le faire. Voilà. D'accord. Et donc tu expliquais ce qui t'a amené manifestement à ça au début, pendant ton enfance, au début de ton adolescence, c'est une recherche de sensations, des tissus, une sensualité différente. Oui, totalement, c'est ça. C'est vrai que la garde-robe masculine est quand même super triste, tant par les couleurs, que par les matières. C'est vrai que quand on retire le coton et le jean, il reste plus grand chose. J'exagère un petit peu, mais pas tant que ça. La garde-robe féminine est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large, et c'est vrai que c'est des sensations nouvelles, ne serait-ce que de porter un soutien-gorge, d'avoir des talons ou une paire de collants, c'est des choses qui sont totalement inconnues des hommes et qui font, pour ma part, beaucoup de bien. D'accord. C'est pas lié uniquement à un toucher ou à la sensation d'une matière particulière. Tu parlais aussi de couleurs, en fait, d'esthétique globale, Oui, visuelle. je pense que c'est réellement un ensemble qui fait ça. Il y a les matières effectivement, mais il y a,
les odeurs, voilà, des sensations nouvelles en fait. Les odeurs aussi. C'est-à-dire que Oui, parce que ne serait-ce que de porter un rouge à lèvres, il y a une odeur et un goût qui est là tout le temps qu'on le porte. d'accord, je pensais à du parfum, j'avoue que j'ai jamais vu du rouge à lèvres, ça me serait Il va pas venu falloir ça essayer. ça me serait pas venu à l'idée d'imaginer qu'il avait une odeur particulière, en fait, qu'il avait un parfum particulier sur un rouge à lèvres. Je dois être un rustre. Non, 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 du tout. Mais donc oui, il y a le parfum, mais il y a tout le côté qui peut aller avec, hein. Et puis, faut pas se voiler la face non plus. Il y a toujours le petit côté d'adrénaline quand on va sortir en se disant, est-ce qu'aujourd'hui ça va passer ou est-ce que j'ai raté quelque chose? D'accord, il y a un côté, challenge quelque part. Oui, quand même, quand même. Alors, c'est Ouais. vrai que avec le temps, il y en a de moins en moins, enfin, de moins en moins fort, mais il est toujours là quand même. Ça s'apparente à un jeu, en fait, non? Il y a un côté fun. Oui, quand même. Oui, oui, quand même, on va pas se voiler. C'est pas pour le jeu et pour le fun, ça reste accessoire, mais le petit côté fun est là, oui. OK, bien écoute, pour ma part, j'ai plus, de questions, mais si tu veux ajouter quelque chose, si tu as l'impression que tu pourrais mieux faire ressentir ce que tu vis et ce que les travestis d'une façon générale, alors c'est un terme que tu n'aimes pas, mais, ce que la féminisation t'apporte, au-delà des questions et des réponses que tu m'as données, est-ce que tu veux préciser? Et ben, je pense, j'ai longtemps, longtemps, longtemps pensé que c'était un gros handicap dans ma vie, en fait, cette histoire-là, au fil de mon évolution et plus ça passe et plus je pense que c'est un atout. Parce que ça me permet aussi de comprendre peut-être plus facilement les femmes, d'avoir une grosse complicité avec elles. Donc voilà, donc c'est plutôt quelque chose de chouette. Pour la petite digression, faut aussi savoir que légalement parlant, les femmes ont le droit de porter des pantalons depuis seulement 10 ans. Donc là, je vais peut-être en surprendre, Oui, quelques complètement, ouais. auditeurs. Tu es en train de m'expliquer que toutes les femmes qui portent des pantalons sont dans l'illégalité depuis, Av enfin, avant 2010, quoi, grosso modo, pour faire simple, avant Ouais, même c'est ça, 2014, quoi. c'est ça. La loi a été abrogée qu'en 2013. C'était une loi qui n'était plus appliquée. Voilà, elle était pas appliquée quand même, on va pas exagérer, mais voilà, elle a été abrogée réellement il y a 10 ans. Donc je ne désespère pas que les hommes puissent, prochainement sortir, de façon avec des accessoires féminins sans être forcément montrés du doigt. Alors ça, c'est moins une question législative que de changement des mentalités. Oui, bah, de toute façon là, enfin, c'est le changement des mentalités qui a entraîné un changement législatif, hein, Ouais, ouais, ouais. Mais et les qui changements de entraînera mentalité, peut-être dans l'autre sens. ouais, mais les changements de mentalité, oui, les changements de mentalité, ça prend quand même beaucoup de temps, malheureusement. Oui, et d'autant plus qu'actuellement, on est quand même dans une société plutôt patriarcale, donc une femme qui va se travestir en homme, ça ne choque personne. C'est même au quotidien qu'il y a plein de femmes qui sont en jean basket et très peu de maquillage et du coup, pourraient s'apparenter à mon opposé. Le contraire, l'homme qui va avoir un brin de maquillage ou un mini peu un tant soit peu de talons, c'est impossible. Bah, C'est vrai qu'il y c'est a pas vu de la même façon, hein, on est bien d'accord. c'est pas vu de la même façon. Il y a une disproportion entre, selon le côté dans lequel on est. D'accord. Bon, bah, en tout cas, je te remercie d'avoir répondu à mes questions pour plusieurs raisons. D'abord, ça me fait plaisir que tu m'aies fait confiance. Ensuite, bah, c'est rare les hommes qui acceptent de parler de ça. J'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui veuille bien en parler à l'oral. D'ailleurs, la première personne qui a bien voulu me parler de ça, c'est Julienne Dessay, mais c'est une femme. C'est entre guillemets Voilà. pas de bol. Qui a beaucoup d'amis travestis, effectivement. Ouais, ouais. Et donc voilà, ça me fait très plaisir. Donc je voulais te remercier pour ça Eh et ben, pour les auditeurs. merci aussi à toi de te pencher sur la question parce que c'est vrai que c'est des petites interviews comme ça qui peuvent peut-être faire avancer la cause et pas montrer que les vilains canards que nous pouvons être ou pour lesquels nous passons. Donc si on peut faire avancer un tout petit peu la cause, c'est tout bonheur.
Bah, c'est le but, hein. L'objectif, c'est de faire, on le disait tout à l'heure, changer les mentalités un petit peu. En tout cas, contribuer à ce que on comprenne mieux, parce que c'est vrai que, comme on le disait au tout début de l'interview, des films comme La Cage aux folles, il y a 40 ans, qui avaient malgré tout le mérite de parler de ce sujet-là, qui n'était pas ou très peu abordé, montraient quand même une vision de la féminisation qui était très stéréotypée. Oui, oui, on est d'accord. Mais c'est vrai que les choses évoluent et on le voit dans la société au quotidien, hein, donc. Bah, je te remercie encore une fois. Bah, merci beaucoup, Steve. Lydia Parfois m'a proposé, afin de compléter son témoignage, de publier quelques photos d'elle que vous pourrez trouver sur l'article afférent de mon site internet, stevehaldeman.com. L'une la représente au masculin et 3 autres au féminin. Elle a aussi eu l'amabilité d'accepter qu'on puisse la joindre via son profil Facebook. Il est indiqué en lien. Elle m'a également donné un lien vers une vidéo YouTube très pédagogique, à mettre entre toutes les mains. Nous en arrivons ainsi à la fin de ce podcast. Je remercie chaleureusement Julienne Dessay et Lydia Parfois d'avoir participé. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevehaldeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous incite à vous informer sur notre double roman, ne serait-ce que parce qu'à ma connaissance, il n'existe pas d'autres histoires d'amour qui vous permettront d'être au cœur des émotions de chacune des 2 âmes sœurs. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.